Bonjour. Alors reprenons. Où en étions-nous? Nous en étions à cette question de l'intrication. J'ai commencé à vous parler de l'expérience qu'a montée Nicolas Gisin à Genève. Et je vais vous en parler de cette expérience. Alors voilà ce qu'il a fait, Nicolas Gisin. Il a séparé un couple de deux particules. Il a envoyé Monsieur Photon à Bellevue et Madame Photon à Bernay. Et il a envoyé deux observateurs, un observateur qui allait regarder les agissements de Photon et un autre observateur à Bernay qui allait regarder ceux de Photon. Et il leur a dit, je déciderai de la question que vous allez poser à l'un et à l'autre, mais je déciderai de ça plus tard. On va leur poser une question relative à, je ne sais pas, peut-être leur habillement, on verra bien. Je vous dirai ce qu'il en est. Les deux observateurs se positionnent de sorte à pouvoir voir exactement les agissements du couple. Et puis Nicolas Gisin instruit l'observateur à Bellevue de poser la question à M. Photon de ce qu'il fait ce matin-là à 8 heures précises, ou plutôt d'observer ce qu'il fait. Alors, ce qu'il voit, c'est que M. Photon décide à 8 heures précises d'enfiler des chaussettes rouges. Bien. Il note l'heure précise, 8 heures du matin et le jour. Ensuite, Nicolas Gisin reconvoque les deux observateurs. Il demande à l'observateur à Bellevue ce qu'il a vu et il lui dit « J'ai vu M. Photon enfiler des chaussettes rouges à 8 heures précises. Et toi, l'observateur qui était à Bernay, qu'est-ce que tu as vu ?» Ben, moi, j'ai vu Madame Photon enfiler les chaussettes bleues à 8 heures précises. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est instantané. Instantanément, eh bien, M. Photon a décidé ce jour-là de changer de chaussettes et d'enfiler des chaussettes rouges. Et instantanément, ce jour-là, Madame Photon a décidé d'enfiler des chaussettes bleues. À 8 heures précises. Alors vous me direz, oui, mais 8 heures précises, il y a quand même un petit décalage qui provient du fait que Bellevue et Bernay ne sont pas à la même distance du centre. Même distance du centre de gravité terrestre, et comme on l'a vu en relativité, le fait d'être plus ou moins éloigné du centre de gravité terrestre avait pour effet de faire que les deux temps propres n'étaient plus synchronisés l'un avec l'autre, et ça pose un problème. Mais en fait, pas du tout dans cette expérience, parce que bien évidemment, les deux observateurs étaient équipés d'horloges très très précises, atomiques, comme celles qu'on trouve dans les GPS, et qu'elles étaient sans arrêt resynchronisées pour tenir compte de ce décalage qui a lieu à cause de la question de la gravité. Donc il s'agit bien de 8 heures précises dont on parle. Eh bien, à 8 heures précises, il se trouve que M. Photon a pris par hasard la décision de changer de chaussettes, d'enfiler des chaussettes rouges, et que c'est à ce moment précis, instantanément, Madame Photon a décidé d'enfiler les chaussettes bleues. Alors qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bah, ça nous dit qu'on se situe en dehors de l'espace-temps. Parce qu'au sein de l'espace-temps, on est sujet au fait qu'il y a une vitesse de communication causale qui est indépassable, qui est la vitesse de la lumière, et qui fait que l'instantanéité ne peut pas avoir lieu. Vous vous rappelez, les événements simultanés, ça n'existe pas dans l'espace-temps. Alors ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit qu'on est peut-être en dehors de l'espace-temps. On est dans un espace non local. Alors ça, comme cette expérience-là, comme je vous l'ai dit, ah merde, pardon, excusez-moi, voilà. Comme je vous l'ai dit, avait déjà été faite au début des années 80 par le personnage de gauche, là, ça c'est Alain Aspect, elle a été faite en laboratoire. Et Nicolas Gisin, au fond, a répété cette même expérience dont je viens de vous parler.
Et ces deux expériences établissent que on se situe là, dans un domaine, dans un milieu où règne le véritable hasard fondamental. On est hors de l'espace-temps, on est hors de la causalité, et on est au sein d'un milieu qui est soumis au véritable hasard fondamental. Alors je vais vous parler d'une autre expérience qui est très très intéressante, mais avant, juste je précise que bien sûr que cette expérience-là nous dit quelque chose par rapport au temps. Parce que le temps, s'il devait y avoir des événements qui sont instantanés, ça voudrait dire qu'on remonte le cours du temps en quelque sorte, puisque dans l'espace-temps, là où le temps est à l'œuvre, eh bien on est dans un milieu qui est sujet au fait qu'il y a une vitesse de communication causale qui est indépassable, qui est la vitesse de la lumière. Et donc s'il devait y avoir instantanéité, ça voudrait dire qu'on remonte le cours du temps en quelque sorte. Bien voilà cette autre expérience qui est l'expérience de John Wheeler, une expérience de pensée, l'expérience de choix retardé. Qu'est-ce qui se passe? John Wheeler a dit à un photon de lumière, tu vas te rendre à Rome. Alors le photon a dit, ok, je me rends à Rome. Et le photon sait bien, comme tout le monde, que tous les chemins mènent à Rome. Ça, tout le monde le sait. Et il y va. Et puis il rencontre deux écriteaux. Un écriteau qui lui dit Rome c'est à droite, et un autre écriteau qui lui dit Rome c'est tout droit. Alors il lance un coup de fil à John Wheeler, il dit John, qu'est-ce que je fais là? Je vais à droite ou je vais à gauche? Lequel est le plus sympa des deux chemins? Et John lui dit écoute, tu prends les deux. Quoi? Je prends les deux chemins? Si, tu n'as qu'à prendre les deux chemins. Ouais, non mais attends, tu veux dire que je me partage? Une partie d'entre moi va prendre le chemin de droite, puis l'autre partie va tout droit. Non, tu restes ce que tu es, dans ton entier, tu ne te divises pas, tu restes toi-même et tu prends les deux chemins. Bon, d'accord. Oui, mais John, dis-moi, si par hasard il y a un des deux chemins qui est plus sympa, peut-être le chemin de droite ou celui qui me dit d'aller tout droit, il y a peut-être un des deux qui est plus sympa, il y a peut-être des bistrots plus sympas où je pourrais m'arrêter et puis casser la croûte. Ah ben oui, tu le prendras. Comment ça, je le prendrai? Tu viens de me dire que je dois prendre les deux chemins et que je ne peux pas me concentrer sur un des deux chemins en particulier, qu'il faut que je prenne les deux. J'ai déjà dû avaler cette pilule qui n'était pas facile à avaler, mais bon, maintenant tu me dis que je pourrais effectivement décider d'en avoir pris qu'un seul des deux chemins. C'est exactement ce que je te dis. Ouais, non, mais c'est pas possible ça. Et je vais décider quand? Écoute, on décidera de ça une fois que tu seras arrivé à destination. Ah, le photon, attends. D'une part, d'abord, tu me dis que je peux me permettre de prendre les deux chemins à la fois. Et ensuite, tu me dis que je peux décider de n'en avoir pris qu'un seul une fois que je suis arrivé à destination. C'est la folie, c'est la folie totale. Et bien voilà, ça c'était l'expérience de John Wheeler. Et cette expérience de John Wheeler, elle a été faite. Et elle a été faite par Alain Aspect en 1985 en laboratoire grâce à un interféromètre de Max Zehnder. Et puis ce qu'on pouvait faire en 85, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque de John Wheeler, c'est qu'on pouvait isoler les photons et s'assurer qu'on avait affaire à des photons de lumière uniques, isolés. Alors ce qu'on a fait, ça c'est un schéma de l'interféromètre très grossier, mais voilà ce qui se passe. Il y a un photon qui rentre dans l'interféromètre ici, et il tape une lame semi-réfléchissante. Alors la lame semi-réfléchissante va faire que dans 50% des cas, elle va le laisser passer, donc il va prendre le chemin du bas, puis dans 50% des cas, elle va le réfléchir, elle va l'envoyer sur le chemin du haut. Alors s'il prend le chemin du haut, qu'il est réfléchi, il va taper le miroir qui est ici, qui va le renvoyer sur ce chemin-là. Puis s'il n'est pas réfléchi par la lame semi-réfléchissante, il traverse, et il prend le chemin du bas. Le cas échéant, il va taper le miroir qui est ici à droite, qui va l'envoyer sur ce détecteur qui se trouve ici en haut. Et si l'aventure il avait été réfléchi par la première lame semi-réfléchissante, il aurait emprunté le chemin du haut,
et puis on le retrouverait détecté par ce détecteur ici à droite. Bien. Alors maintenant, faisons une petite expérience. Plaçons cette lame semi-réfléchissante ici en vert. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir ce qui se passe au niveau des deux détecteurs. S'il a pris le chemin du bas, il va être réfléchi par... il va être renvoyé par ce miroir ici qui va l'envoyer directement sur le détecteur du haut dans la mesure où on serait dans la situation où la lame semi-réfléchissante verte l'aurait laissé passer pour atterrir sur ce détecteur-là. Et puis dans l'autre cas, la lame semi-réfléchissante ne l'aurait pas laissé passer et puis l'aurait renvoyé, l'aurait réfléchi pour faire en sorte qu'il soit détecté par le détecteur ici à droite. On a 50% qu'on le trouve dans le détecteur en haut et 50% qu'on le trouve dans le détecteur de droite. Bien, on fait l'expérience et on place la lame semi-réfléchissante verte. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que dans les deux détecteurs, tant dans celui-ci que dans celui-là, des franges d'interférence apparaissent. Franges d'interférence qui nous indiquent qu'on a affaire à une onde. Enfin, notre photon unique se comporte comme une onde, puisqu'apparaissent des franges d'interférence. Là où c'est l'expérience de choix retardé qui est à l'œuvre, c'est qu'on décide de placer cette deuxième lame semi-réfléchissante verte en fin de parcours, alors que le photon en question est sur le point d'être détecté par l'un ou l'autre des deux détecteurs. En fin de parcours, le photon a déjà pénétré l'interféromètre, il est bien en chemin, que l'on décide à ce moment-là s'il va se comporter comme une onde, c'est-à-dire en plaçant la deuxième lame semi-réfléchissante, ou comme un corpuscule, en ne plaçant pas la lame semi-réfléchissante. Si on ne la place pas, on va le détecter dans certains cas le photon ici, dans d'autres cas ici. Et si on place la lame, on va voir qu'apparaissent des franges d'interférence, à savoir que le photon s'est comporté comme une onde. Et donc cette décision de dire au photon, tu prends les deux chemins, celui qui t'indique de passer par la droite, ou celui qui t'indique d'aller tout droit pour te rendre à Rome, cette décision-là, on la prend en fin de parcours, ici. Et c'est à ce moment-là qu'on décide que le photon a pris les deux chemins à la fois. Et c'est là où on voit qu'apparaissent des franges d'interférence dans les deux détecteurs, et c'est le cas où on a placé la lame semi-réfléchissante, ou s'il a pris seulement l'un des deux chemins, le chemin du haut ou le chemin du bas. Et ça, c'est le cas où on n'a pas placé la lame semi-réfléchissante verte. Et donc Alain Aspect a reproduit finalement l'expérience de pensée de John Wheeler. Alors ça pose plein de questions. On s'est déjà posé des questions au sujet du temps dans cette histoire d'instantanéité, dans les expériences d'intrication dont on a parlé. Eh bien, maintenant, pareil, on se dit, mais est-ce qu'on remonte à l'envers le cours du temps, là? Est-ce qu'on inverse la causalité? Est-ce qu'il y aurait rétro-causalité? Est-ce qu'on déciderait maintenant le choix de prendre un chemin ou de prendre un particulier ou de prendre les deux chemins rétroactivement? Est-ce que le futur aurait une influence sur le présent? Est-ce que le présent aurait une influence sur le passé? Est-ce qu'il y aurait double causalité ou rétro-causalité? Bref, toutes les questions existentielles qu'on peut bien imaginer dans un cas pareil, qui semblent violer de manière flagrante ce fameux principe de causalité qui fait que ce sont les causes qui fabriquent les effets et non pas l'inverse. Ah oui, mais ça c'est vrai dans l'espace-temps.
Mais là, on a affaire à un système quantique et on n'est pas dans l'espace-temps. On est en dehors. On est dans un espace bien particulier où il semblerait que la causalité n'est pas à l'œuvre. Alors, est-ce que serait-on dans un espace où finalement la causalité n'étant pas à l'œuvre, le temps ne serait pas à l'œuvre? Regardons un petit peu plus loin ce qui se passe avec une autre expérience. Enfin, avant cette expérience-là dont je vais vous parler, qui est absolument extraordinaire, je vais vous dire ce qui m'est arrivé alors que j'écrivais un petit bouquin sur le temps. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. On est là dans un lieu que décrit la mécanique quantique, qui est hors causalité et qui est hors du temps. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de causalité dans ce milieu-là? Bon, je l'ai écrit dans mon bouquin. Puis je me suis dit, mais t'es un petit peu gonflé quand même de dire des choses pareilles. Alors j'ai cherché comme un malade sur Internet pour savoir si finalement j'étais le seul à penser à un truc aussi bizarre. Et puis j'ai trouvé, c'est vrai, j'ai finalement trouvé. Bon, j'étais un petit peu guidé, vous allez savoir pourquoi j'étais guidé dans cette direction. Mais surpris, je vous le dirai plus tard. Mais j'ai trouvé la réponse ici. Et ça, c'est la réponse de John Neumann, c'est le grand mathématicien qu'on connaît, qui est à l'origine de l'informatique moderne, qui a créé ces fameuses algèbres, les algèbres de Feynman. C'est probablement un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Eh bien, voilà ce qu'il a dit, John Feynman, à propos de la causalité. Alors, je vais vous le lire à haute voix. En physique macroscopique, aucune expérience ne peut prouver la causalité, car l'ordre causal apparent, il n'y a pas d'autre origine que la loi des grands nombres. Et cela tout à fait indépendamment du fait que les processus élémentaires, qui sont les véritables processus physiques, suivent ou non les lois causales. C'est seulement à l'échelle atomique, dans les processus élémentaires eux-mêmes, que la question de la causalité peut réellement être mise à l'épreuve plutôt. Mais à cette échelle, dans l'état actuel de nos connaissances, tout parle contre elle, car la seule théorie formelle s'accordant à peu près à l'expérience et les résumant est la mécanique quantique, qui est en conflit avec la causalité. Et il ne subsiste aucune raison permettant d'affirmer l'existence de la causalité dans la nature. Alors, j'ai poussé un grand ouf, je me suis dit, ouais, bon, si John Feynman l'a dit, moi je peux le dire aussi, puis finalement, si on me cherche des poux, je dirais, je ne fais que de répéter ce qu'a dit John Feynman, et puis voilà, j'adopte sa position sur le sujet. Alors voilà un autre grand bonhomme qui est Alain Aspect et qui nous a fait la démonstration d'un phénomène qu'on appelle la décohérence. Vous vous rappelez, j'avais parlé au début, dans l'épisode précédent, de la réduction du paquet d'ondes et du fait que il y avait un écroulement de cette fonction d'onde qui faisait que le système quantique pénétrait l'espace classique que décrit la relativité, ou la mécanique classique, qui est l'espace-temps. Alors cette réduction du paquet d'ondes, on l'appelle la décohérence. Alors il y a d'autres interprétations de la décohérence dont je ne parlerai pas ici parce que ça nous mènerait hors sujet, mais la décohérence est une réalité qui a été observée en laboratoire par Serge Haroche, qui est ici, ce qui lui a valu le prix Nobel en 2012. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé des petits photons entre deux miroirs ici, des miroirs absolument parfaits dans une cavité bien isolée, très très froide. Il les a fait rebondir entre ces deux miroirs. Alors qu'il rebondissait, il a introduit dans la cavité des atomes de Rydberg. Ce sont des atomes qui ont l'avantage de ne pas déranger le système. Ils sont inoffensifs finalement. Alors, il leur a dit, écoute, tu prends des photos de ce qui se passe, et puis tu me dis en ressortant ce que tu as vu. Les atomes de Rydberg ont été témoins de ce phénomène de la décohérence, c'est-à-dire du passage d'un système qui est formalisé par la mécanique quantique à un autre environnement qui est celui de l'espace-temps que décrit la physique classique et la relativité. Alors cette décohérence, de quoi il s'agit? Alors,
on a parlé d'observation, on a parlé euh, de mesures s'agissant de la réduction des paquets d'ondes. En fait, ce dont il s'agit, c'est que le système quantique est en contact avec son environnement. Ben ça, c'est naturel, il l'est sans arrêt. Mais il se trouve qu'on arrive à observer le système quantique dans son isolement bien particulier. Et ça, c'est ce qu'a fait Serge Haroche. Et ce qu'il a vu à l'œuvre, eh bien, c'est la décohérence précisément. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'interaction avec l'environnement. Le système quantique interagit avec l'environnement, qui provoque un déphasage des fonctions d'onde, des états les unes par rapport aux autres, jusqu'à devenir orthogonales et de produits scalaires nuls, de sorte que la probabilité d'observer un état superposé tend rapidement vers zéro. Alors ça nous donne une petite indication de peut-être la conclusion qu'on pourrait tirer s'agissant du temps et de la causalité. Serait-il possible que, au fond, fondamentalement, il n'y ait pas de causalité, pas de temps, qu'on soit dans le hasard le plus total, et que le temps apparaisse peut-être par la décohérence? C'est une idée comme ça qui ferait du temps un phénomène émergent. Et c'est une idée qui est très séduisante finalement. Alors, je vais vous en parler. Je vais vous en parler naturellement, mais voilà que j'atteins le temps limite. J'ai dépassé mes 20 minutes que je m'accorde. Alors, on va mettre ça au prochain numéro. Et je vous dis bye bye. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et puis, à plus tard au prochain numéro. Bye bye.